santé, 82,12%, c'est le taux de réussite record enregistré au CEPE cette année. Ces résultats jamais atteints en Côte d'Ivoire ont été proclamés en début d'après-midi par la direction des examens et concours d'ECO. Bientôt un village de pêche à Grand Laou. La première pierre de l'infrastructure a été posée par les ministres ivoiriens et marocains de la pêche d'un montant de 2 millions d'euros, soit plus d'1,3 milliard de nos francs. C'est le fruit de la coopération ivoiro-marocaine. 6 tonnes de produits contrefaits saisis par la Marine nationale dans la commune de Port-Boué. Ces produits destinés à une vente illégale sur nos marchés ont pu être saisis grâce à un appel anonyme. La constitution du Rwanda limite à 2 le nombre de mandats présidentiels et interdit donc à Paul Kagame de se représenter une 3e fois. Les États-Unis sont opposés à cet éventuel 3e mandat du président rwandais lors de la présidentielle de 2017. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Bienvenue dans ce nouveau journal. Le Discope Abidjan a refermé ses portes ce 4 juin. Pendant 3 jours, professionnels de l'audiovisuel, vendeurs et acheteurs de contenu audiovisuel se sont rencontrés sur ce marché africain. Comment se sont déroulés ces 3 jours? Quel bilan en faire? Quels avantages pour la Côte d'Ivoire? Nous y reviendrons dans une trentaine de minutes avec la structure organisatrice et le ministère de la Communication. Et ce sera la page culture de ce samedi. Le CEPE et l'entrée en 6e enregistre cette année un taux de réussite de 82,12%, soit 335 987 admis sur les 419 591 candidats. Les résultats sont disponibles depuis cet après-midi dans les différents centres et c'est un taux de réussite jamais réalisé en Côte d'Ivoire. Serge Coléa. Groupe scolaire à EPP Château à Cocody, il est 14h20 lorsque les responsables de l'établissement affichent les résultats du CEPE, le certificat d'études primaires élémentaires. La moisson est plutôt bonne. Je suis là pour prendre les résultats de mon fils qui a eu 118,24 points. Je suis content d'avoir eu mon CEPE. J'ai eu mon examen. Pour la 6e, je vais bien me préparer. Sur 26 candidats en lice, 25 sont déclarés admis. Le candidat malheureux, il a obtenu 72 points. Lorsqu'on a fait le total pondéré, ça lui a donné 76,04 points. Donc il est refusé. Pour la session 2015 de l'examen du CEPE, 419 591 candidats, 335 987 sont admis, soit un taux de réussite national de 82,12%. Selon la direction des examens et concours, c'est la première fois dans l'histoire du CEP en Côte d'Ivoire que le taux de réussite atteint 82,12%. Dans ce taux national de réussite, on note une proportion de 43,98% de filles contre 56,02% de garçons. On constate donc qu'il y a un certain équilibre. Tout cela constitue des prémices de bon augure pour la réalisation de la politique de l'école obligatoire prônée par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. La direction des examens et concours a profité de l'occasion pour rappeler la date du début des épreuves écrites du BEPC. L'examen démarre le lundi 8 juin 2015 à partir de 7h30. Dans les différentes écoles, centres d'examen du CEPE, l'heure était plus à la fête qu'à la tristesse cet après-midi, grâce au taux de réussite largement positif. Baraki Sabamba, Serge Coléa. Manifestation de joie pour les uns, larmes de tristesse pour les autres, les candidats au CEPE n'ont pas échappé à l'ambiance des résultats. Candidate malheureuse en 2014, Souleymane Zoubeida Monique est admise cette année. L'année passée, ça n'a pas marché. Cette année, il y a plus d'informations. On peut le voir parce que l'année passée, on pleurait de maladie. Le centre du groupe scolaire Jean de la Fosse enregistre un taux de réussite de 56,60%. J'ai eu mon examen, je suis très heureuse. Mes parents m'ont promis une surprise. Je suis content d'avoir eu mon examen. Mes parents m'ont rien promis. Je suis très content d'avoir eu mon entrée en 6e. Pour cette session 2015, le taux de réussite national est de 82,12%.
un chiffre en hausse de 2,99% par rapport à l'année dernière. Les 293 726 candidats au brevet d'études du premier cycle BEPC, eux, démarrent ce lundi les épreuves écrites. L'épreuve orale en anglais a déjà eu lieu en début de semaine dernière. Top projet scolaire ou mon potentiel d'entrepreneur, c'est le concours scolaire initié par le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Il s'agit d'inculquer l'esprit d'entrepreneuriat déjà aux élèves. Guillaume Zéré, Christelle Ménan. Devant le public présent au lycée Mamie-Fétet de Bingerville, 4 écoles se sont affrontées en finale du concours Top Projet scolaire. Il s'est agi pour le lycée Amondi d'Adjamé, le collège moderne de Cocody, le lycée technique de Cocody et le lycée Haute de démontrer leur talent oratoire autour d'un projet de création d'emplois. Ce concours, initié par le ministère de l'Éducation nationale, vise à inculquer la culture économique et les valeurs de l'entrepreneuriat aux plus jeunes. Un enjeu important pour le gouvernement ivoirien. En autorisant le déploiement d'un programme d'éducation financière dans notre département, j'entends donner une réponse durable aux problèmes d'endettement massif et de surendettement qui menacent non seulement la quiétude de bon nombre d'agents, mais également l'avenir scolaire de plusieurs milliers d'enfants. Chers enfants, vous vous entraînez à devenir tous de bons entrepreneurs et je voudrais vous y encourager, car la Côte d'Ivoire qui émerge sera tirée au plan économique par l'initiative privée. Pour cette édition du Top Projet scolaire ou mon potentiel d'entrepreneur, ce sont 2000 élèves et 40 enseignants qui ont été formés au rouage de la création d'entreprises. Une formation utile pour l'avenir, selon les participants. C'est de l'entrepreneuriat. Plus tard, dans le travail, on n'aura pas à s'en faire parce que nous avons déjà toutes les connaissances qu'il nous faut. Cette initiative de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique est appuyée par le CEPICI. En marge de la formation à la création d'entreprises, 50 élèves ont aussi bénéficié d'une formation sur les technologies de l'information et de la communication. Top Projet 2015 a été remporté par le Collège moderne de Cocody qui a raflé des lots d'une valeur de 1 million de francs CFA. Première édition du Salon de l'originalité et de la propriété intellectuelle. Ce salon vise à lutter contre la fraude et la contrefaçon afin de garantir la compétitivité des entreprises nationales. Le reportage est de Pargas Rokone. Échange, exposition, débat, conférence. Nous sommes au Salon international de l'originalité et de la propriété intellectuelle d'Abidjan, au Rijiji. Ici, experts des médias, de la littérature, du cinéma, entre autres, exposent leurs différents produits. Pour les organisateurs, ce salon vise à sensibiliser les populations sur les méfaits de la contrefaçon et de la fraude, mais surtout à créer une plateforme d'échange entre les acteurs concernés par la protection de la propriété intellectuelle. Selon eux, la protection des droits de propriété intellectuelle constitue un enjeu majeur dans la société. Celui de l'innovation et de l'encouragement à la créativité et à la recherche. Durant 3 jours, industriels et entreprises commerciales ont eu l'opportunité de présenter leurs produits à travers la tenue de stands. Gouvernance juridique de la propriété intellectuelle et efficacité de la protection. Thème retenu pour la première édition du Salon international de l'originalité et de la propriété intellectuelle d'Abidjan. Direction Grand Laou pour la pose de la première pierre d'un village de pêcheurs. D'un coût de 2 millions d'euros, ce village est le fruit de la coopération ivoiro-marocaine. Il va être doté de toutes les commodités pour rentabiliser le secteur de la pêche en Côte d'Ivoire. Hamza Diaby. Ce mercredi, Grand Laou reçoit des invités de marque. À leur tête, Kobena Kwasi Adjoumani, le ministre des Ressources animales et halieutiques, et Aziz Akanouche, le ministre marocain de la Pêche et de l'Agriculture. Accueillis par le premier magistrat de la ville, le temps d'une pause, direction Laou Panda, où va être érigé un point de débarquement aménagé, village de pêcheurs, don du roi Mohamed VI du Maroc. Mes parents font confiance au président Lassane Ouattara dans sa vision de réaliser une économie nationale durable, mais qui prend en compte les potentialités et les réalités de chaque localité, et en faisant en sorte que l'économie locale soit elle-même forte. Les potentialités sur lesquelles repose l'économie au niveau de Grand Laou, c'est l'agriculture, mais aussi et surtout la pêche. Grâce à ce projet, la pauvreté va connaître un recul
et c'est au grand bonheur de nos populations. Les pêcheurs vont connaître désormais des méthodes modernes de conservation de poissons, de fumage de poissons et de bien d'autres choses. Le ministre marocain de la Pêche, conscient des attentes des populations locales, est heureux de leur offrir du bonheur. Nous nous sommes rendus compte des attentes de la population pour ce projet. Nous sommes très heureux et nous avons renouvelé notre engagement pour que ce projet soit réalisé dans les 18 mois à venir. Les pêcheurs de Grand Laou se disent soulagés par ce projet qui sera réalisé chez eux. Ça va permettre aujourd'hui qu'on ne va pas beaucoup jeter nos poissons parce que quand nous pêchons le poisson, nous sommes obligés de le renverser à l'eau parce que nous n'avons pas de coin pour le conserver. Ça fait que nous faisons des pertes. Pour nous, c'est une récompense de plusieurs prières, plusieurs temps de prières. Aujourd'hui, nous ne faisons que dire merci à Sa Majesté, faisons que dire merci à son Excellence, à M. le président de la République, Alassane Ouattara, pour ce pas de géant, ce pas vraiment mystérieux pour la population et pour tous les pêcheurs de Côte d'Ivoire, je l'ai dit. Ce pôle de développement socio-économique intégré va favoriser la création d'emplois, améliorer les conditions de travail et les revenus des pêcheurs et mareyeuses. Construit sur une superficie de 300 000 m², ce projet de village de pêcheurs va coûter plus d'1,3 milliard de francs CFA, avec une capacité de près de 2000 tonnes de poissons par débarquement. Cette coopération ivoiro-marocaine s'étend au domaine de l'artisanat. Il s'agit pour les artisans ivoiriens de bénéficier de l'expérience du Maroc dans l'artisanat de production et de services en vue de sortir de l'informel. Les ministres ivoiriens et marocains de l'artisanat se sont rencontrés. Parga se reconnaît. L'artisanat occupe une place de choix dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Nombreuses sont les populations déscolarisées et non scolarisées qui exercent dans ce secteur. C'est pour aider les artisans à sortir de l'informel que le tout nouveau ministre ivoirien en charge de l'artisanat et des PME a rencontré au siège du Fonds d'appui à la promotion de l'artisanat FAPA son homologue marocain. Objectif de cette rencontre, partager l'expérience du Maroc dans le domaine de l'artisanat, de production et de services. Le chef de l'État vient de me confier le département de l'artisanat, de la promotion des PME. C'était tout à fait normal qu'on échange avec mon collègue du Maroc pour voir les expériences de chez eux et voir comment est-ce que nous pouvons, les deux pays en matière d'artisanat, pour collaborer pour compléter nos activités, pour que nos artisans puissent bénéficier des expériences des uns et des autres. Pour la ministre marocaine de l'artisanat et des PME, l'artisanat est un secteur économique très important dans la vie d'un pays. C'est pourquoi, selon elle, la formation des artisans s'avère nécessaire. L'artisanat est effectivement un secteur économique qui peut être un levier de développement durable extrêmement important. Nous avons une stratégie actuellement en cours qu'on appelle Vision 2015 de l'artisanat de production à fort contenu culturel. Et nous avons échangé avec Monsieur le ministre de manière à ce qu'on puisse bénéficier de part et d'autre des expériences des deux départements. Cette rencontre des ministres ivoiriens et marocains en charge de l'artisanat et des PME s'inscrit dans le cadre de la visite d'amitié du roi du Maroc en Côte d'Ivoire. Les marines nationales ivoiriennes et françaises et l'armée de l'air ivoirienne engagées pour une manœuvre militaire maritime. Cet exercice sur le nouveau patrouilleur bouclier vise à se familiariser avec le navire en vue de faire face aux éventuelles menaces maritimes. Sidonie Davila. Il a à peine une semaine et le voilà jeté en mer. Le patrouilleur bouclier en exercice dans les eaux ivoiriennes. Une façon pour la marine nationale de se familiariser avec le nouvel engin afin d'être plus efficace face à l'ennemi. L'armée française engagée aux côtés de l'armée ivoirienne a passé au rayon X toutes les manœuvres prévues dans le cadre de l'opération baptisée PASSEX France-Côte d'Ivoire. Dispositions opérationnelles en temps de guerre, contact avec un navire ennemi, scénario d'identification de navires constituant une menace pour le pays, intervention de l'armée de l'air pour appui aux opérations militaires maritimes, tout a été mis en scène pour éviter toute légèreté en cas d'attaque réelle. Mobile de ces exercices, renforcer la capacité opérationnelle des marins ivoiriens et rassurer l'opinion sur la sécurité de la façade maritime du pays. C'est ce que nous ont laissé croire le contre-amiral Diakaridia Konaté et le général Sékou Touré.
Le signal est donc donné avec cet exercice dans les eaux avec le patrouilleur bouclier. Avis donc aux pirates qui voudront bien le tester. Restons dans la sécurité maritime. 6 tonnes de produits contrefaits ont été saisis à Port-Bouët sur des pirogues de pêche. Ce coup de filet de la Marine nationale intervient suite à un appel anonyme. Sidonie Davila. C'est certainement ici, au marché d'Agamé, qu'ils auraient pu atterrir, n'eût été le coup de filet de la Marine nationale. 6 tonnes de produits contrefaits embarqués dans 2 pirogues motorisées en provenance du Ghana voisin ont été arraisonnés à Mafiblé, à 17 km de Gonzagueville, dans la commune de Port-Bouët. En leur sein de la drogue, 3 tonnes de sucre granulé, 1 tonne de médicaments contrefaits, 1 tonne de friperies et des marchandises diverses. Une belle capture, malheureusement. Les faussaires, eux, ont échappé aux mailles des forces de l'ordre. À 12h15 là, j'ai été informé par un appel anonyme qu'il y aurait 2 filles qui sont arrivées du Ghana cette nuit avec de la marchandise. Et ils étaient en train de vider le contenu dans un véhicule remorque. Et c'est un student qu'on s'est rendu sur les lieux. Et quand on est arrivé, le premier chargement du camion était déjà parti. Et on a pu mettre la main sur la tine avec les 2 tines avec leur contenu. C'est visiblement une bande très organisée qui n'hésite pas à user de la corruption pour arriver à ses fins. Il y avait différents arrangements, notamment au poste de Noé, avec les sécurités ghanéennes, pas avec nos hommes, mais avec la sécurité ghanéenne. Par la suite, ils sont entrés par le canal d'Assini et dans le canal par l'embouchure d'Assini. Et dans le canal d'Assini, ils ont eu à payer 500 000 francs importés, 500 000 francs sortis du canal. C'est le deuxième arraisonnement spectaculaire en 5 mois que la Marine nationale vient d'opérer. Le premier portait sur 2 chalutiers ghanéens et chinois interceptés par les hommes d'Adama Diomondé, premier maître de la Marine nationale. Situation tendue avec les revendeuses de poissons surgelés du port de pêche d'Abidjan. Elles ont décidé de manifester à l'annonce de la délocalisation de leur activité. Mais suite à des négociations avec la direction générale du port autonome, le calme est revenu. Elles ont compris le bien fondé de cette opération et surtout les mesures qui l'accompagnent. Ali Dirasouba. Certification environnementale, le port autonome d'Abidjan entreprend d'aménager avec le concours d'opérateurs privés certains espaces du port de pêche. Au nombre des sites concernés, celui où exercent les revendeuses de poissons surgelés, communément appelées gagottes. Au fin de les relocaliser, un espace de 600 mètres carrés, situé en face de celui qu'elles occupaient initialement, est prévu pour les accueillir. Une initiative des autorités portuaires incomprises, des gagottes, qui projetaient même des contestations sur la plateforme portuaire. De le dialogue engagé avec elle par la direction générale du port autonome d'Abidjan. Allez dire aux autres femmes qui ne sont pas venues, le DG du port demande qu'on se mette en coopérative. Il y a un espace déjà qui est trouvé pour vous. Depuis que vous êtes là depuis des années, on ne vous a jamais donné d'espace. Pour une fois, on va vous donner des espaces, vous-même. Mais on ne peut pas donner ça individuellement. Il faut que ce soit une coopérative soit créée, que vous soyez tous membres dedans. Si la coopérative est créée, on vous donne le terrain. Et puis on va vous aider pour le financement. Ça, rassurez-vous, mais il faut que vous acceptez d'avancer. Après des échanges avec les autorités portuaires, les revendeuses de poissons surgelés adhèrent au bien fondé de cette relocalisation. Il nous a rassurés que vraiment, il va faire des grands efforts pour nous aider à trouver des solutions à nos problèmes. Et nous sommes très contents parce qu'il nous a permis d'échanger avec lui. Par la voie du dialogue, la direction générale du port autonome d'Abidjan coupe ainsi court à une crise en devenir avec les gagottes. Ces revendeuses de poissons surgelés ont plus de 50 années de présence sur la plateforme portuaire. Bientôt, un port de pêche à Sassandra. C'est un projet qui va être financé par le gouvernement japonais. Et une délégation japonaise s'est donc rendue sur place pour constater la faisabilité du projet. Thérèse Yoboué. Un port de pêche moderne va bientôt voir le jour à Sassandra. Le gouvernement japonais a accepté de financer le projet. En vue d'évaluer le coût définitif de la construction de cet ouvrage, qui va sonner le réveil économique de cette ville aux richesses halieutiques inestimables, une mission de la coopération japonaise et du ministère de la production animale et halieutique séjourne actuellement dans la ville.
Cette mission a eu une séance de travail avec les autorités. C'est très important que ce port-là arrive. Son arrivée va développer notre région, va développer la ville de Sandra et va nous conduire à l'émergence. Nous voulons que ça se réalise très rapidement. Estimé à environ 10 milliards de francs CFA, ce montant va certainement être revu à la hausse avec les grands changements qui vont s'opérer avec la construction de ce port, notamment la reconstruction du wharf, le déplacement du centre commercial et de la gare routière. La construction du port moderne de Sassandra va générer de nombreux emplois, résorbant ainsi l'épineux problème du chômage des jeunes. Le climat des affaires a enregistré un bond qualitatif en Côte d'Ivoire. Le Centre de promotion des investissements CEPICI instruit le corps diplomatique et le secteur privé sur les réformes initiées en la matière. Adama Koné pour le reportage. Dans sa volonté de renforcer l'attractivité de la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien a initié un ensemble de réformes censées améliorer de façon considérable l'environnement des affaires. Il s'agit entre autres de la simplification et la réduction des procédures, de la levée de l'exigence du capital minimum pour tout type de société, de la réduction des délais et du coût de création d'entreprises. C'était en 2014. En 2015, d'autres réformes ont été obtenues, ce qui justifie cette rencontre d'information organisée par le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CEPICI, avec le corps diplomatique et le secteur privé. Au total, 15 réformes qui ont été réalisées. Ce que je peux retenir, c'est la décision du gouvernement d'aller à la dématérialisation des processus et à la dématérialisation des procédés. Aujourd'hui, le monde est tourné vers la dématérialisation. C'est en cela que son excellent Monsieur le Président de la République a donné des instructions pour qu'aujourd'hui l'administration soit numérique, pour une meilleure efficacité, une meilleure transparence surtout, et puis je dirais une meilleure rapidité de traitement des opérations. Ces échanges ont permis d'éclairer davantage les représentations diplomatiques et le secteur privé. Tout est très accessible. Nous gagnerons du temps à faire l'un de nos documents. Avant le CEPICI, il était très difficile de pouvoir obtenir des documents à temps réel. Le directeur a dit qu'en 24 heures, on peut créer une entreprise. À ce jour, plus de 10 000 entreprises ont été créées. Le CEPICI entend maintenir la Côte d'Ivoire au rang du top 10 des pays les plus réformateurs et figurer parmi les 50 meilleures économies du monde dans les 3 années à venir. Manifestation ce samedi à Niamey, au Niger, contre le pouvoir accusé d'étouffer les libertés et de mal gérer le pays. À moins d'1 an de la présidentielle, les protestataires, majoritairement des jeunes, répondaient ainsi à l'appel de 38 associations locales. Les États-Unis sont opposés à un éventuel 3e mandat du président rwandais Paul Kagame lors de la présidentielle de 2017. La constitution rwandaise adoptée en 2003 limite le nombre de mandats présidentiels et interdit donc en l'état à Paul Kagame, élu en 2003 et 2010, de se représenter pour un 3e mandat. Retour en Côte d'Ivoire où du matériel électrique et des engins roulants ont été offerts aux différents secrétaires départementaux du RDR, section Yamsokro et Atié-Guakro. Ces dons d'un cadre de la région du Bélier ont un seul objectif, rendre plus efficientes les actions sur le terrain pour la réélection du président Alassane Ouattara en octobre prochain. Léon Brou. Les actions de développement du président Alassane Ouattara ressenties à Atié-Guakro dans la région du Bélier au niveau des infrastructures routières notamment. Depuis des années, c'était une route impraticable. Et grâce au président Ouattara, on peut faire Yamsoko à Atié-Guakro en moins de 15 minutes. Voilà qui motive ce don au secrétariat départemental du RDR d'Atié-Guakro et de Yamoussoukro, 2 motos, 2 ordinateurs, 10 vélos et 50 téléphones portables, une contribution de Thomas Kwasi, cadre d'Atié-Guakro, à la réélection du président Alassane Ouattara. Que ce don soit utilisé pour sensibiliser nos militants RDR du département, pour qu'ils connaissent réellement le travail qui est abattu par le président. On avait besoin de ce matériel-là pour faire travailler. Ça permettra de sillonner le département et vraiment de mobiliser de plus nos militants
pour la victoire du président Ouattara. Sensibiliser à travers villages et hameaux sur la dynamique de développement impulsée par le président Alassane Ouattara, la mission disent les responsables départementaux du RDR à Ateguako et Yamoussoukro se trouvent désormais facilités grâce à ce matériel. Mais avant, ils ont été une fois encore informés par la délégation du RDR conduite par le député Kwame Norbert sur les efforts en cours grâce au président Alassane Ouattara pour conduire la Côte d'Ivoire à l'émergence. La délégation a également exhorté les populations à se faire inscrire sur la liste électorale, condition de toute participation au vote pour élire le candidat unique du RHDP. 33 femmes ont été décorées dans l'ordre du mérite ivoirien par la grande chancelière Henriette Diabaté. Cette traditionnelle distinction en faveur de la fête des mères participe au combat pour l'égalité homme-femme. Michel Digré. Malgré le poids de l'âge, elles ont tenu à effectuer le déplacement pour recevoir leur décoration. Elles ont servi pendant de longues années dans l'administration publique ou privée. L'une des récipiendaires, Dame Adja Kouyaté, a elle participé à la marche des femmes sur Grand Bassam en 1949. C'est pour tout ce qu'elles ont pu apporter à la construction du pays que la nation les célèbre à l'occasion de la fête des mères à travers des distinctions. À cette occasion, la grande chancelière a souligné l'effort des femmes pour s'affirmer dans une société qui tend à favoriser les hommes. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'organisation générale de nos sociétés a contribué à reléguer la femme au second plan. On y dira que c'est bien de tenir le second rang. Nous avons une réponse à cette objection. Notre combat, c'est l'égalité pour tous. La grande chancellerie assure sa part de ce combat qui est aussi celui de l'égalité des hommes et des femmes face au mérite. Une cérémonie inoubliable pour ces 33 femmes décorées dans l'ordre du mérite ivoirien. Le service accompli pour la nation n'aura pas été vain. Ça a été une récompense, oui, mais quand même, on l'offre à Dieu. Merci, l'État de Côte d'Ivoire, et merci à tous les parents et à tous mes enfants et mes petits-enfants. La décoration a été faite dans 3 catégories. Une femme a été élevée au rang de commandeur, 21 autres au grade d'officier, dont une à titre posthume et 11 faites chevalier. C'est une grande première pour les Essouma d'Assini Mafia depuis maintenant 16 années. Ce peuple du sud-est de la Côte d'Ivoire a désormais un roi. Il a été intronisé en présence du ministre Ahmed Bakayoko, Issa Yeo et Herman Niamia. Sa Majesté Aoula Fiam Moussou V est désormais le nouveau roi des Essouma d'Assini Mafia. Il succède ainsi à Sa Majesté Fiam Moussou IV, décédé en 1999 après seulement un an d'exercice du pouvoir. L'intronisation de Sa Majesté Aoula Fiam Moussou V vient donc mettre fin à 16 ans de vacances de pouvoir dans le royaume. Une nouvelle accueillie avec ferveur par l'ensemble du peuple. Nous avons un réconfort parce qu'on a essayé de rétablir les choses. Nous pensons qu'avec ce roi, c'est le lancement du développement d'Assini Mafia. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, président de la cérémonie, a demandé au peuple essouman de ne pas occulter la tradition. Le président Alassane Ouattara m'a chargé de vous dire qu'il suit avec beaucoup d'intérêt cette manifestation importante. Chers parents, ce qui nous réunit aujourd'hui, ici, est ce que nous avons de plus sûr en Afrique. C'est la valeur cardinale, la valeur principale que nous ne devons pas perdre. C'est-à-dire nos traditions, nos coutumes, ce que nous sommes, d'où nous venons, ce que nous avons de plus intrinsèque. Vous savez, vous pouvez vous développer, vous pouvez vous ouvrir au modernisme. Mais si vous n'avez pas de repères, à un moment donné, vous êtes perdu. S'adressant au roi, il lui a dit d'être toujours à l'écoute de ses administrés. Vous avez une mission divine. Dieu Tout-Puissant établit les rois pour le bonheur, pour gouverner et diriger son peuple. Mais aujourd'hui, les exigences du monde font qu'un souverain, un grand roi, c'est aussi un roi qui est au service de son peuple. C'est-à-dire qui fait en sorte que son peuple soit bien, qui fait en sorte qu'il y ait la paix,
l'harmonie, la cohésion. Au nombre des dons offerts à Sa Majesté Aoula Fiambossou V, figure en bonne place ceux du président de la République Alassane Ouattara d'une valeur de 5 millions de francs CFA. Je vous le disais en début d'édition, nous sommes avec M. Dzumbia Mori, directeur de cabinet du ministère de la Communication, et M. Zoukoviki Patrick, manager de Basic Lead, la structure organisatrice du Discop Abidjan. Cette première édition du Discop a refermé ses portes ce jeudi 4 juin. Pendant 3 jours, professionnels de l'audiovisuel, vendeurs et acheteurs de contenu audiovisuel se sont rencontrés sur ce marché africain. Désormais, deuxième rendez-vous après celui de Johannesburg en Afrique du Sud. Nous allons faire un point de ces 3 jours. Alors, vous êtes du ministère de la Communication et vous de la structure organisatrice du Discop. D'entrée de jeu, on aimerait savoir comment s'est fait le choix de la Côte d'Ivoire pour ce Discop et puis comment s'est faite la collaboration entre vos deux entités pour cet événement. Je voudrais d'abord, avant tout, remercier la RTI, même si c'est notre maison commune, de la part de Madame la ministre de la Communication. Vous féliciter pour l'excellent travail que vous accomplissez au quotidien. Merci. Cela étant, la Côte d'Ivoire a été choisie suite à sa participation au Discop de Johannesburg. La prestation de la Côte d'Ivoire à cette édition a émerveillé M. Jouko qui est ici présent et les autres promoteurs qui ont donc décidé ainsi de choisir la Côte d'Ivoire pour abriter donc les assises de Discop Africa, dénommé donc Discop d'Abidjan. Monsieur Zoukoviki, alors comment s'est faite la collaboration avec le ministère de la Communication qui a un peu, on va dire, chapeauté cette édition aussi du Discop? Alors c'est une collaboration qui a effectivement démarré il y a maintenant 1 an, au moment où nous avions décidé d'accueillir la Côte d'Ivoire comme pays à l'honneur à Johannesburg pour notre précédente édition de Discop. Cette collaboration a abouti à une présence efficace, extrêmement visible de la Côte d'Ivoire, donc au mois de novembre de l'année dernière. Une délégation qui a été forte d'une centaine de personnes. Madame la ministre a été un ambassadeur remarquable et qui a permis de mettre effectivement la Côte d'Ivoire sur la sellette dans le monde audiovisuel. Et suite à cette prestation, nous avons ensuite interrogé nos participants. Nous leur avons demandé s'ils souhaitaient un deuxième marché, puisque c'est un secteur qui se développe très rapidement. Et à l'unanimité, nos participants ont dit oui, effectivement, un deuxième marché, mais un deuxième marché à Abidjan, Côte d'Ivoire. D'accord, la Côte d'Ivoire était donc invitée d'honneur à Johannesburg cette année. Le Discop s'est tenu ici en Côte d'Ivoire. Est-ce que cela nous permet déjà de dire que le bilan a été positif? Le bilan a été plus que positif. Nous avons assisté à 3 journées complètes qui en fait ne se sont terminées très tard dans le 3e jour. Nous avons eu plus de 600 participants, c'est-à-dire 200 participants de plus que prévu, une 50aine de pays, près de 5000 rendez-vous organisés pendant ces 3 jours, beaucoup d'affaires, parce que c'est vraiment l'essentiel de notre activité, c'est de permettre à nos participants de faire des affaires ensemble et de gagner de l'argent. Donc à 48 heures de la fin de cette édition, je peux vous garantir que c'est une réussite, que ça a été une grande réussite et que nos participants attendent avec impatience la prochaine édition ici à Abidjan. Les participants attendent la prochaine édition. Nous allons déjà avoir quelques réactions de ces participants sur place au Discop. Discop à Abidjan est un Discop extrêmement convivial. Il y a une proximité extrêmement forte qu'on ne retrouve pas forcément sur d'autres salons. C'est une très bonne idée d'avoir organisé un Discop à Abidjan pour les chaînes francophones déjà. Dans le Discop, on est sûr au moins d'avoir un large choix concernant les contenus africains. Avec la TNT qui est en train d'arriver, évidemment, il y aura une grosse concurrence qui va venir d'ailleurs. Donc si nous, en tant qu'entité africaine, on n'arrive pas à trouver des contenus qui correspondent à notre environnement culturel, on va être, submergé par les autres. Je suis venu certainement chercher des émissions telles que les séries africaines, les dessins animés, des émissions qui ne parlent pas aussi d'alcool ni de sexualité.
Voilà, c'était les réactions de quelques participants sur place au Discope. Alors, M. Doumbia, vous allez nous dire concrètement, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire gagne après ce Discope? Bon, en attendant que des statistiques soient dressées, mais je peux vous dire que ça a été un grand succès pour la Côte d'Ivoire et les retombées, je ne peux pas les quantifier sur le champ, sont énormes. Grâce au Discope, la Côte d'Ivoire, qui était déjà une vitrine dans bien de secteurs, va le devenir donc au niveau du secteur de l'audiovisuel, un hub. Et le Discope également va générer donc, je veux dire, beaucoup d'emplois. Et puis également, donc, l'État, au bout de la chaîne, donc, ce sont les impôts que l'État va percevoir. Ça contribue également, donc, il y a des retombées qu'on ne peut pas quantifier. Par exemple, l'amélioration de l'image de la Côte d'Ivoire à l'extérieur, et puis l'aspect touristique, l'aspect culturel. Vous savez, 600 personnes, avec, pendant 4 jours, imaginez un seul moment, tout ce que cela apporte comme positif à la Côte d'Ivoire. Donc, pour me résumer, je peux dire véritablement que Madame le ministre, en décidant de faire en sorte que Discope Africa soit à Abidjan, voulait faire de notre pays, comme je l'ai dit, une vitrine, et puis faire en sorte que la Côte d'Ivoire dispose d'un potentiel énorme dans le domaine de l'audiovisuel. Mais seulement, le problème qui se posait, c'est l'organisation des professionnels. Et ça, la tenue donc de Discope Africa va contribuer à les mieux organiser et à faire en sorte que ce secteur, à l'instar de d'autres secteurs, soit également donc une locomotive pour que notre pays donc atteigne l'émergence à l'horizon 2020. D'accord, alors parlant d'organisation, M. Doumbia l'a dit, c'était quand même 40 vendeurs internationaux, 150 acheteurs, plus de 558 professionnels, c'était un grand monde. Comment ça s'est fait concrètement l'organisation? C'est fait très vite. C'est une décision que nous avons prise effectivement suite à notre salon de Johannesburg. Les choses sont mises en place fin janvier. Et puis, nous avons pu effectivement réussir la mise en place de ce salon rapidement grâce au concours de différentes personnes avec lesquelles nous avons travaillé ici en Côte d'Ivoire. Et surtout grâce au concours de l'ensemble de la profession qui attendait ce moment, surtout en Afrique francophone. Nous avons 2 salons par an, un à Johannesburg, donc un maintenant à Abidjan. Ce salon, pour nous, nous le plaçons au-dessus des Afriques francophones, lusophones, anglophones. L'Afrique aujourd'hui a besoin de 2 grandes rencontres par an. C'est un secteur qui est en train de se développer, qui aujourd'hui contribue à près d'1 milliard de recettes pour l'ensemble des professionnels. C'est un secteur en Afrique subsaharienne et c'est un secteur qui contribue en Afrique francophone à près de 120 millions de dollars de recettes aujourd'hui. Mais ce chiffre a doublé en 2 ans. C'est un chiffre qui effectivement permet aussi, comme le disait M. Doumbia tout à l'heure, de créer des emplois, de créer des recettes fiscales, de créer des revenus indirects et des avantages indirects. Donc c'est un secteur, on va dire, qui était artisanal, qui est en train de passer à un niveau industriel. Et effectivement, la Côte d'Ivoire est très bien placée aujourd'hui pour pouvoir être l'un de ces grands hubs africains de la distribution, de la production audiovisuelle. Donc on peut dire que ça allait de soi de faire de la Côte d'Ivoire un point d'accueil permanent de ce Discope? Oui, complètement. Vous avez tout à fait raison. D'accord. Alors la RTI est aussi un acteur majeur de ce Discope 2015. Nous allons écouter ensemble la réaction du directeur général de la RTI. Le marché est l'occasion de réaliser 3 activités principales. Acheter les programmes, vendre des programmes, mais également nouer des contacts pour produire des programmes qui seront vendus dans 6 mois, dans 1 an. Sur ces 3 volets au niveau de l'achat, nous sommes assez satisfaits puisque nous avions un nombre important de nouveaux fournisseurs que nous avons pu rencontrer. Au niveau de la vente, c'est le second marché pour RTI Distribution. Nous sommes vraiment très satisfaits. Au Discope de Johannesburg, nous avions surtout rencontré des acteurs panafricains qui ont tout de suite passé les commandes. Donc ils nous ont permis de réaliser un premier chiffre d'affaires en début d'année. Mais maintenant, nous avons pu étendre cela à l'ensemble des télés gratuites et privées et publiques d'Afrique francophone subsaharienne. Donc nous sommes plutôt satisfaits des contacts qui ont été noués.
Enfin, le dernier volet, c'est le fait de nouer des contacts pour produire des programmes, pour pouvoir les vendre dans 6 mois, dans 1 an. Et à ce titre, nous avons pu annoncer il y a quelques jours la signature de 2 accords avec des partenaires internationaux. De nouveaux programmes pour les Ivoiriens, innovants, que nous aurons à l'antenne à partir du mois d'octobre de cette année. Donc je les invite à nous suivre pour voir les nouveaux films, les nouveaux dessins animés que nous avons pu identifier au Discope, mais également des ressources complémentaires grâce à la vente des programmes, non seulement pour RTI Distribution, mais également pour les producteurs ivoiriens qui nous ont confié leur catalogue. Donc pareil, au mois d'octobre, nous pourrons faire des chèques à des producteurs ivoiriens grâce aux contacts noués pendant le Discope. Alors, Monsieur Doumbia Mori, pour les prochaines éditions du Discope qui vont se tenir ici à Abidjan, quelles sont les perspectives pour le ministère de la Communication pour la Côte d'Ivoire? Pour les prochaines éditions, comme c'est la première édition, pour les prochaines éditions, je pense que le ministère de la Communication, avec les producteurs et surtout avec la RTI, le ministère de la Communication dit qu'il va faire en sorte que les éditions futures soient véritablement des réussites. Et comme je vous l'ai dit, c'est un événement, on n'apprécie pas à sa juste valeur donc la dimension de cet événement audiovisuel. Et la Côte d'Ivoire doit tirer le meilleur profit de cet événement majeur, parce que comme je le dis, son appellation, c'est le marché de l'industrie audiovisuelle. Donc, si nous organisons mieux nos producteurs, ben je vous assure qu'ils vont apporter beaucoup de choses à la Côte d'Ivoire, et eux-mêmes, ils sentiront vraiment de façon conséquente. Parce que vous voyez, il y a un potentiel énorme de jeunes gens. Aujourd'hui, là, grâce à la jeune génération d'Ivoiriens, qui a l'esprit créatif et imaginatif, je vous assure que ce potentiel-là ne demande qu'à être exploité. Et Discope Africa ou Discope Abidjan, c'est l'occasion de les mettre en contact avec des professionnels pour qu'ils soient mieux aguerris et surtout qu'ils puissent également donc vendre et vivre de leurs produits et du coup apporter également, donc comme je l'ai dit, participer donc à la constitution du produit intérieur brut. Parce que vous savez que l'industrie audiovisuelle et cinématographique contribue à la constitution du BNB. Je prends par exemple le cas du Nigeria. Nous n'allons pas avoir le temps de détailler le cas du Nigeria, mais on peut retenir dans votre intervention que ça a été largement positif. Alors, M. Zukovicki, est-ce qu'il y a des innovations qui sont prévues pour les prochaines éditions? Les innovations, oui, il y a certaines éditions, comme le disait aussi M. Doumbia, nous nous rapprochons aussi très près des jeunes producteurs. Donc ce qui est important, c'est de pouvoir faire en sorte que les successions soient relevées avec des nouveaux talents, qu'il y ait des créations de nouveaux talents, qu'il y ait de pépinières de talents, qu'il y ait aujourd'hui des moyens mis à disposition pour que les entrepreneurs puissent trouver des financements adéquats pour permettre d'accompagner leurs projets. Donc les innovations, elles vont en fait être accompagnées de moyens plus pertinents, de moyens plus efficaces pour développer cette industrie qui est une industrie majeure et qui, effectivement, comme on disait tout à l'heure, qui va générer des emplois, qui génère déjà des emplois, qui peut contribuer au PNB et qui peut aussi permettre une diffusion culturelle panafricaine qui aujourd'hui fonctionne très très bien à l'intérieur de l'Afrique. Est-ce que la date du prochain Discope est connue? Bien sûr. Le prochain Discope, alors celui de Johannesburg aura lieu du 4 au 6 novembre prochain et celui d'Abidjan en 2016 aura lieu du 31 mai au 2 juin 2016. Rendez-vous donc du 31 mai au 2 juin 2016. Voilà. Alors, merci Monsieur Doumbia Mori, directeur de cabinet du ministère de la Communication. Merci à vous aussi, Monsieur Zukovicki Patrick, manager de Basic Lead, la structure organisatrice du Discope Abidjan. Merci à vous tous de nous avoir suivis et surtout, restez sur RTI 1 tout à l'heure, la diffusion en direct de Miss Côte d'Ivoire. Très bon week-end à vous.